Donc, troisième loi de Kepler dans le cas de mouvement circulaire uniforme. Donc, la troisième loi de Kepler indique que lorsque on a un astre qui est en rotation autour d'un autre astre, alors donc la période de rotation de, du premier astre qui est en rotation autour de l'autre astre au carré est égale au cube du demi-grand axe de sa trajectoire qui est une ellipse. Bon, d'habitude, normalement, la trajectoire d'une planète qui tourne autour d'un autre astre est généralement une ellipse comme cela. Donc une ellipse, c'est un cercle aplati, et il y a deux foyers d'ellipse, et un des foyers est occupé par, euh, par la planète autour duquel il y a la rotation, par exemple le Soleil et la Terre, qui tournent autour comme cela. Voilà, et le demi-grand axe, donc c'est le grand axe, c'est la longueur entre les deux points les plus éloignés de l'ellipse, en quelque sorte, et le demi-grand axe, eh bien, c'est la longueur, c'est la moitié de ce grand axe, donc c'est A ici, comme cela. Et donc, normalement, la troisième loi de Kepler nous dit que la période de rotation, qui est le temps que met la planète à faire le tour au carré, divisé par la demi-grand axe au cube, eh bien, ça, c'est égal à une constante. Voilà, c'est ça la troisième loi de Kepler. Et nous, on va voir à combien est égale cette constante dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire que l'ellipse, maintenant, elle n'est plus une ellipse, elle est un cercle. Et le centre de ce cercle est occupé par la planète autour duquel tourne notre système ici. Voilà, et ce mouvement est circulaire uniforme également, c'est-à-dire que la vitesse est constante, pas le vecteur vitesse, mais la valeur du vecteur vitesse est constante. Donc du coup, la démarche à suivre, c'est déjà de faire le bilan des forces appliquées au système qui est la planète qui est ici. Et donc, quelle force s'applique sur ce système? Eh bien, c'est uniquement la force d'attraction gravitationnelle qui exerce la planète du centre ici sur la planète que nous étudions. Et euh, donc du coup, quelle force s'applique? Donc force de gravitation universelle. Voilà, on va écrire son expression vectorielle f, comme cela, on va l'appeler f, égale, et donc son expression, sa formule est donc grand G, constante de gravitation universelle, fois la masse du système, m, fois la masse de l'autre système qui crée cette force, grand M, ici on l'a appelé grand M, ensuite divisé par la distance qui les sépare au carré, et donc ici la distance, qu'est-ce que c'est? C'est le rayon de la trajectoire, puisque le centre de la trajectoire est le centre de la planète autour duquel tourne la deuxième planète, et donc la distance qui les sépare, étant donné que c'est un cercle, c'est le rayon de ce cercle, donc rayon au carré. Voilà, multiplié par un vecteur unitaire bien orienté. Ici, on prend le vecteur n, qui est un vecteur unitaire qui est dirigé selon un rayon vers le centre de la trajectoire. C'est un vecteur de la base de Freinet. Donc voilà, nous avons exprimé donc la force gravitationnelle qui s'applique sur cette planète, et c'est la seule force qui s'applique ici. Donc maintenant, la deuxième étape, parce que donc grâce à cette force, nous allons pouvoir établir la relation de l'accélération, puis obtenir la vitesse. Donc l'accélération, on va l'obtenir grâce à la seconde loi de Newton. Donc du coup, nous appliquons la seconde loi de Newton à ce système ici. Donc je le dis oralement, normalement il faut l'écrire, hein. Donc on applique la seconde loi de Newton au système planète. Dans un référentiel, donc normalement il faut être dans un référentiel galiléen, donc ici on est dans le référentiel planétocentrique, c'est-à-dire, ou alors cet astre centrique qui est supposé galiléen. Et donc d'après la seconde loi de Newton, la masse du système fois le vecteur accélération qui s'applique sur lui est égale à la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures appliquées à ce système. Et puisqu'il n'y a qu'une seule force, cette force, c'est justement grand F. Voilà, grand F. Donc du coup, on se retrouve avec M fois A, qui est égal à grand F. On va remplacer grand F par son expression. M fois A égale G fois petit m fois grand M sur R au carré fois le vecteur unitaire n. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Et donc, maintenant, on va isoler A.
Donc du coup, A égale, on passe le m de l'autre côté en divisant des deux côtés par m. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va passer ce petit m de l'autre côté? Eh bien, en fait, il va se simplifier avec ce petit m qui est ici, qui est la même valeur qui est la masse de la planète que nous étudions. Donc du coup, ça va nous donner g fois, donc finalement, on va se retrouver qu'avec grand M sur r au carré, fois petit n. Voilà, nous en sommes ici. Mais nous devons, dans cette partie-là, aussi exprimer la vitesse. Et il faut savoir que ça, c'est la base de Freinet, qui a un vecteur unitaire dirigé vers le centre de la trajectoire et un vecteur unitaire tangent à la trajectoire dans le sens de la rotation. Et il faut savoir que l'accélération dans la base de Freinet, lorsque le mouvement est circulaire, c'est égal à d de v sur d de t, c'est-à-dire la dérivée de la valeur de la vitesse fois le vecteur unitaire, t tangent à la trajectoire, plus la valeur de la vitesse au carré divisé par le rayon de la trajectoire fois le vecteur unitaire n. Voilà. Et donc, l'accélération, nous avons déterminé une première expression ici, une deuxième expression ici. Nous allons égaliser ces deux expressions, puisqu'elles sont égales, c'est la même chose, c'est l'accélération, sauf qu'on l'a déterminé d'une certaine manière avec la seconde loi de Newton et d'une autre manière dans la base de Freinet. Et nous allons donc obtenir que cette expression-là est donc égale également à grand G fois grand M sur R au carré fois petit n. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on remarque ici? On remarque qu'une expression vectorielle qui a une composante selon taux plus une composante selon n est uniquement égale à une expression vectorielle qui a une composante selon n. Cela va impliquer que forcément la composante selon taux est égale à 0, c'est-à-dire d de v sur d de t est égal à 0. De toute manière, on le savait déjà. Pourquoi? Parce que la valeur de la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Donc ça s'annule. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir égaliser? Eh bien, les composantes selon n. Donc nous obtenons v carré sur r est égal à grand G, grand M sur r au carré. Et notre objectif, c'est d'obtenir v. Donc nous allons isoler v. Nous allons déjà passer r de l'autre côté. Il va se simplifier avec ce r qui est au carré ici, en haut et en bas, parce que là, on va multiplier par r. Et donc, on va obtenir v au carré est égal à g grand M sur r. Et comment on fait pour obtenir v? On applique la racine carrée. Donc normalement, à cette équation, il y a deux solutions, une positive, une négative. Mais ici, il n'en aura qu'une positive, puisqu'une vitesse, une valeur de vitesse ne peut pas être négative. Donc nous obtenons cette expression-là pour la valeur de la vitesse. Bon, voilà cette étape, c'était trouver l'expression de la vitesse qui est égale à constante de gravitation universelle fois masse de l'astre autour duquel gravite le système, divisé par le rayon de la trajectoire avec une racine sur l'ensemble. Donc, comment on va trouver maintenant l'expression de t qui est la période? La période, normalement, c'est égal au temps qu'on met pour faire un tour. Donc, on va utiliser l'expression de la vitesse et également la longueur d'un tour. Et donc, par conséquent, on connaît tous la relation V égale D sur T. Et bien ici, ce sera V égale également D, mais D étant la longueur de la trajectoire, c'est-à-dire un tour de cercle, qui est égal à 2π fois r, on le remplacera après, et ensuite divisé par le temps que l'on met pour faire un tour, c'est-à-dire la période. Et par conséquent, je remplace d par 2π fois le rayon de la trajectoire, voilà, divisé par grand T, et donc ça, c'est égal à V. Moi, je veux isoler T, je veux trouver T, la période. Bon, bah, on fait un espèce de produit en croix, et on trouve que T est égal à 2π R sur V. Voilà l'expression de taux. Mais ce n'est pas terminé. Pourquoi c'est pas terminé? Parce que V, on a son expression ici, et on va le remplacer ici dans cette relation-là, ce qui va nous donner 2π sur R sur racine de Gm sur R. Voilà, donc on a une fraction que j'appelle à plusieurs étages. Donc on va la ramener à une fraction à 2 étages. Et une bonne technique que c'est, bon, à la limite, c'est de dire que multiplier, c'est diviser par l'inverse. Donc du coup, ça va faire 2πr fois racine de r sur racine de gm. Voilà, on arrive à ça. Bon, on verra comment on peut faire pour le ramener un peu mieux.
cette chose-là dans la suite parce que notre objectif, c'est d'obtenir la valeur de t au carré sur a au cube qui doit être une constante. Donc allons-y, voyons si ça va effectivement être une constante et trouvons son expression. Donc on va faire t au carré sur a au cube, c'est égal à t au carré sur... Alors finalement a c'est la valeur du demi-grand axe, mais puisque notre ellipse est un cercle, c'est finalement là le rayon, donc rayon au cube, égale... Alors je vais remplacer t que j'ai exprimé avant par par son expression que j'ai trouvée. Donc ça va nous donner 2 pi r racine de r sur racine de gm, tout ça au carré, sur r au cube. Bon, on ne perd pas de vue la barre de fraction principale qui est ici. C'est important. Elle devrait être normalement au niveau du signe égal. On continue le calcul. Le carré, on l'applique à cette expression. Donc, quand un carré s'applique sur des produits et des quotients, il s'applique à chacun des facteurs de ce produit. Donc, il va s'appliquer sur le 2, sur le pi, sur le r, sur le racine de r, sur le racine de gm. Et ça va nous donner 4 pi carré r au carré fois racine de r au carré, ça fait r, sur gm, parce que pareil, quand tu as un carré sur une racine, ça enlève la racine. Et ici, on va en profiter pour multiplier par l'inverse. Ça va faire fois 1 sur r au cube. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. On a multiplié par l'inverse. On a fait tous les calculs comme il fallait. Et nous allons continuer. Et là, on voit que r au carré fois r, ça va donner r au cube. Et les r au cube vont s'enlever. Du coup, il va nous rester que 4 pi carré sur r au cube. Donc, normalement, nous allons obtenir cela, ce qui est un petit peu étrange tout de même, mais c'est en tout cas la relation qu'on obtient, et on voit bien que c'est une constante, donc t au carré sur a au cube est donc égal à 4 pi carré sur r au cube. Voilà. Voilà l'expression trouvée. Et je pense que c'est la bonne expression, mais j'ai quand même un certain doute. Ce sera à vérifier, mais normalement, cela donne cette relation. Non, en fait, non, c'est pas ça. Là, il y a une erreur, c'est GM ici. C'est GM, il n'y a pas de cube. Donc ici, on a GM. GM, puisque les R au cube se sont simplifiés ici et ici. Donc ça fait T au carré sur A au cube est égal à 4 pi carré sur GM. Donc voilà comment trouver l'expression en fait de un peu plus approfondie de la troisième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme.